Ce mercredi après-midi, le président Recep Tayyip Erdogan annonce le début d'une offensive contre les Kurdes qui résident de l'autre côté de la frontière turque, c'est-à-dire en Syrie. Il faut dire que les soldats américains qui s'y trouvaient viennent d'être retirés par Donald Trump. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que les Kurdes, attaqués par les Turcs, soutiennent le camp occidental dans leur lutte contre l'État islamique. Avant un nouveau débat qui restera, voici quelques déclarations choc. Nous ne ciblons pas la Turquie, mais s'ils insistent, nous attaquent et occupent nos terres, nous défendrons nos droits et notre projet jusqu'à la dernière goutte de notre sang. J'appelle la Turquie et tous les acteurs à faire preuve de retenue. Union européenne, reprenez-vous. Je vous le dis encore une fois. Si vous essayez de présenter notre opération actuelle comme une invasion, alors l'affaire est simple. Nous ouvrirons les portes et vous enverrons 3,5 millions de réfugiés. Oui, une déclaration très forte. Bonjour, Levent Gümrütçü. Vous êtes l'ambassadeur de Turquie ici à Bruxelles. Merci d'être là dans ces conditions étonnantes. Bienvenue, Rodi Melek. Alors, Madame Melek, vous représentez la section des femmes du Congrès national kurde. Je m'adresse surtout d'ailleurs à votre photo pour l'instant, car vous arriverez dans ce studio dans quelques minutes. Ce Congrès national kurde est une sorte de parlement de tous les Kurdes au Proche-Orient. Je salue Georges d'Allemagne, député fédéral CDH à Bruxelles, révolté par ce conflit, on va l'entendre. Bonjour, James O'Neill. Vous représentez le Parti républicain américain d'outre-mer, par extension bien sûr le président Trump, de profession avocat à Luxembourg. Christophe Giltet, comme dans tous les grands moments de cette émission, est également là et bien là. Monsieur l'ambassadeur, ma question est très simple. Pourquoi la Turquie a-t-elle lancé ses avions et ses chars à l'assaut des Kurdes du nord de la Syrie? Ces Kurdes qui sont, je le répète, nos alliés dans la lutte contre le terrorisme islamique. Ça choque beaucoup de gens, vous le savez. Tout d'abord, c'est une erreur, je pense, de présenter cette opération des Turcs contre les Kurdes. Ce n'est pas contre les Kurdes syriens, c'est une opération contre une organisation terroriste, l'YPG, qui est en fait une filiale du PKK en Syrie. Et vous le savez, le PKK est reconnu comme organisation terroriste par l'OTAN, l'ONU et même la Belgique et toute la communauté internationale. L'objectif principal de cette opération est avant tout de protéger nos propres frontières, de protéger nos propres citoyens contre le terrorisme. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Au quotidien, nous essayons d'empêcher des attaques qui nous viennent de la Syrie vers la Turquie, des attaques de l'YPG. Il y a de nombreux tunnels, des tranchées qui traversent la frontière entre la Syrie et la Turquie et qui permettent d'introduire frauduleusement du matériel militaire et des choses comme ça. La presse ne fait attention évidemment qu'aux attaques terroristes, mais nous essayons de nous protéger par rapport aux attaques qui peuvent venir de la Syrie. Et nous essayons aussi de créer une zone de sécurité qui permettra aux réfugiés de retourner dans leur pays. Voilà, merci en tout cas pour ces explications. Je donne bien sûr la parole aux opposants. Ils sont nombreux ici qui ne se tiennent plus. Les Kurdes répliqueront également. Mais d'abord, courte pause d'une centaine de secondes. À tout de suite. Effectivement, toujours en direct sur les réseaux sociaux et je vais découvrir avec vous énormément de vos réactions. Elles ont été évidemment extrêmement nombreuses vu les débats que nous avons tenus ce jour, avec effectivement tout d'abord Viviane Montfort qui nous dit ceci: mettez Monsieur Moreau comme président du MR, là on va rire. Bon, ben pourquoi pas. Je ne pense pas qu'il ait ça comme ambition. Il l'a surtout dit évidemment ici dans cette interview importante et exclusive. Mon premier souci, c'est de me reposer aujourd'hui. André Jonquet ajoute: Monsieur Giltet vous a demandé en tant qu'homme et à Monsieur Moreau ce qu'il en était effectivement de sa personnalité et comment effectivement il vivait toute cette affaire.
affaire. Eh bien, lui, la personne qui nous envoie ce message, c'est-à-dire M. Jonquet, nous dit c'est surtout un manipulateur, M. Moreau. Il ne faut pas l'appeler, il ne faut pas l'interroger comme homme. Jérôme Loquet-Martinez mettait un flamand à la tête de tout ça. Il n'y aurait pas autant de bazar. Bon, on a parlé aussi de Flandre, bien sûr, notamment avec Ivan. Anne Delbecq, au moins, tout est plus clair, nous dit-elle. Merci, Madame Delbecq, d'avoir suivi cette interview avec intérêt. Et évidemment, une fois encore, chacun, évidemment, jugera. Mais je pense que c'était très important de donner le temps à Stéphane Moreau de s'exprimer et de lui poser toutes les questions, effectivement, précises sur ce dossier. Diane Van Boxtal nous dit ceci. Première fois en 10 ans que M. de Borsu ne coupe pas la parole. Hallucinant. Vous êtes très gentil, Diane. C'est pas en 10 ans. Alors, c'est vrai que j'ai fait des débats sur une autre chaîne en 95-96, ce qui fait 2 ans. Et maintenant, ça fait 5. Mais finalement, vous n'êtes pas loin, 7 ans. Mais je vous assure que je fais un effort et je continue à le faire. Et peut-être est-ce le début d'une nouvelle ère. Peut-être vais-je arrêter d'interrompre les gens. En tout cas, je penserai chaque fois à vous, Diane. Muriel Peters, 1 heure pour Moreau. Il n'y a pas de sujet plus intéressant. Là, une fois encore, c'est une réponse importante. C'est un peu moins d'1 heure d'abord. On parle d'autre chose. On a eu comme premier débat la présidence du MR. On parle ici évidemment de cette guerre extrêmement importante entre Kurdes et Turcs. Mais je pense que le dossier Netis a suffisamment occupé Wallonie-Bruxelles depuis 3 ans pour qu'on y consacre du temps et qu'on laisse, je le répète, à l'acteur principal, on l'aime ou on l'aime pas, mais qu'on lui laisse en tout cas la possibilité de s'exprimer. Nous avons donc Effectivement, la page de publicité se termine. Merci en tout cas de nous aider à reprendre ce débat qui est aussi une première, une tentative de dialogue entre Turcs et Kurdes qui sont en guerre depuis 4 jours au nord de la Syrie. Vous avez entendu, M. d'Allemagne, ce qu'a dit M. l'ambassadeur. Vous êtes convaincu, il y a une organisation terroriste de l'autre côté de la frontière, dit-il. Il faut donc la juguler et puis il faut aussi permettre à des réfugiés de rentrer en Syrie. Bon, j'entends l'ambassadeur de Turquie et je comprends qu'il fasse son job de défendre le gouvernement d'Erdogan, mais ce qu'il dit est une contre-vérité absolue. À aucun moment, les YPG, donc les Kurdes de Syrie, n'ont attaqué le sol turc. D'ailleurs, vous venez... Ce sont vraiment des alliés de l'Occident, M. d'Allemagne Non, vous n'en avez aucun et vous n'avez jamais d'ailleurs demandé ni à moi, ni à des organisations spécialisées, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne de venir constater sur place la moindre attaque. D'ailleurs, vous venez d'utiliser un terme qui est très intéressant. Vous avez dit prévenir les attaques terroristes. Cela veut bien dire qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a jamais eu des attaques des Kurdes de Syrie sur le sol. Vous continuez à dire qu'il y en a eu. Oui, je vais répondre. Oui, mais en un mot, il y en a eu comme ça. Non. Vous êtes les seuls à le dire. Allez, 30 secondes là-dessus et puis vous continuez bien sûr. Il y a eu des centaines d'incidents, près d'une centaine d'incidents, soit des tirs de roquettes, soit d'autres projectiles. Et ça fait de nombreuses années qu'on le dit. Il y a beaucoup d'organisations qui le savent. Ça fait partie de la propagande turque, mais il n'y a jamais eu de rapport. Chacun exprime ça. Deuxième chose. Même s'il y avait une menace, ce qui n'existe pas sur le sol turc, il existe toute une série de mécanismes, de dispositifs. La Turquie fait partie de l'OTAN. Elle est en principe c'est un allié, effectivement. Elle peut faire appel à nous. C'est l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Elle n'a jamais fait appel à nous. Chaque pays qui est menacé peut faire appel aux autres. Elle peut convoquer le Conseil de sécurité. Elle n'a jamais convoqué le Conseil de sécurité. La Turquie est un faiseur de guerre qui aujourd'hui envahit un territoire, la Syrie. Ce ne sont pas seulement les Kurdes qui se battent contre l'armée turque, ce sont aussi les Arabes à travers une coalition qui s'appelle le Front démocratique syrien. Qui sont aussi des alliés de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, qui se sont battus contre Daesh. Et pourquoi le font-ils alors Eh bien parce que la Turquie entend mener une guerre d'annexion, comme elle l'a fait à Chypre. Comme vous l'avez fait à Chypre, monsieur l'ambassadeur. La Turquie va annexer quoi Eh bien, le nord de la Syrie, elle va rester là-bas, monsieur de Borsu. Comme elle est restée à Afrin, elle est à Afrin depuis 2 ans, qui est une enclave syrienne, c'est maintenant une administration turque. Donc la Turquie veut s'étendre. La Turquie veut s'étendre, comme elle l'a déjà fait avec Chypre, comme elle l'a déjà fait à l'égard de la Syrie. C'est une guerre qui est destinée pour le régime d'Erdogan à sauver son régime, parce que ce régime est en difficulté, tout le monde le sait sur le plan politique. Et il n'y a rien de tel que de trouver un ennemi extérieur pour effectivement essayer de garder son régime. Un mot aussi très important, et puis vous reprendrez bien sûr, monsieur l'ambassadeur, sur l'attitude des États-Unis. Je l'ai dit dans mon introduction. Si la Turquie a pu attaquer, c'est parce que les Américains s'étaient retirés, avec M. Trump qui a fait plusieurs phrases assez étonnantes sur le sujet en disant oui, on s'est retiré notamment parce que les Kurdes ne nous avaient pas aidés lors du débarquement de Normandie. Je crois qu'on a chacun trouvé cette phrase assez trumpienne, si je peux dire. Mais pourquoi les Américains se sont retirés finalement? N'était-ce pas dire aux Turcs, allez-y, on vous laisse aller? OK. Première chose, le président Trump a dit, et c'est clair, qu'il veut finir ces guerres sans fin.
Et il a dit dans son même discours, qui n'était jamais reporté par les médias, que la pire chose pour lui d'être président, de voir les soldats morts américains qui viennent, et il voit les veuves qui pleurent et leur mère qui pleure. Et pour le président, ça suffit. Les États-Unis n'est plus la police du monde. Il dit les autres doivent se débrouiller. Nous, effectivement, on a suffisamment donné. Hein. C'est effectivement ce qu'il dit d'ailleurs depuis un certain temps. Oui, et deuxième chose, le ministère des Finances, le Treasurer Mnuchin, il a dit qu'il y aura les graves, sévères sanctions économiques contre la Turquie. Le ministère de Défense, Esper a dit la même chose. Aussi, et honnêtement, il y a une grande division entre les républicains. Ouais, effectivement, il y a des républicains qui disent on n'aurait pas dû quitter cet endroit parce qu'on a laissé effectivement les Turcs. Sénateur Graham notamment. Il pensait que c'était un tweet d'Obama quand il a lu le tweet. Ah oui, que c'était Obama qui avait dit quoi Il a dit qu'il faut retirer les soldats. Il pensait que c'était une blague. Oui, et pour les grands gagnants de cette décision, risque d'être Iran, risque d'être les Russes, risque d'être Assad. Et les grands perdants, c'est peut-être l'Occident, on va en parler dans un instant, parce que effectivement, des terroristes qui vont être libérés par ces combats pourraient venir chez nous. Mais ça, on en parle dans un instant. Je vous en prie, vous terminez, et puis je pose... Juste une chose très importante à dire, que moi, comme beaucoup d'Américains, tant démocrates et républicains, on a une énorme gratitude et respect pour le Peshmerga, pour cette Kurde-là, qui était le seul qui avait le courage de battre contre cette diabolique État islamique et tout ce djihadisme et terrorisme. Oui, enfin, vous les avez abandonnés quand même quelque part. Hein, les Américains les ont abandonnés. Vous les avez trahis. Et il reste encore les soldats américains. Il en reste quelques-uns, oui. Et comme Sénateur Graham a dit, il va essayer de convaincre le président de reconsidérer sa position. Et ce qu'il ne fait pas actuellement, il ne l'a pas fait. Mais donc vous dites c'est possible que les Américains réenvoient des hommes, c'est ce que vous nous dites ici pas forcément réenvoient les hommes. Oui. Pour le crédit du président Trump, il faut se souvenir que les Peshmerga, c'est eux qui ont fait toutes les batailles. Il y avait juste les conseils militaires. C'est ça, les conseils militaires. Il y avait d'ailleurs même des Belges qui étaient là. Morts, et quasi zéro, il y avait pas un peu de soldats morts. Mais donc c'est américain. Donc les Américains étaient plutôt là pour finalement donner des instructions et former les troupes kurdes. Oui, c'est les Peshmerga, les femmes Peshmerga qui ont fait toutes les batailles. Un mot, s'il vous plaît, effectivement, sur ce qu'on vous reproche. Georges Allemagne, qui connaît très bien la politique internationale, qui dit vous voulez finalement vous annexer un territoire. Voilà. Pas de tout. Vous l'avez dit en Chypre, mais vous êtes toujours là. À Chypre, effectivement, il y a une partie grecque et une partie turque depuis les années 70. This is not an invasion. This is a security operation. C'est juste une opération de sécurité. C'est une opération temporaire de sécurité pour faire de cette zone une zone sûre, pour que, avant tout, nous puissions protéger nos propres frontières, mais aussi les réfugiés en Turquie, pour que ceux-ci puissent rentrer en Syrie. Et je pense qu'on peut voir par le passé que nous avons déjà agi dans la bonne direction. La Turquie est le seul pays qui a vraiment combattu l'État islamique sur le terrain, avec des troupes sur le terrain. Et M. d'Allemagne me disait justement pourquoi est-ce que nous n'avons pas exprimé nos craintes en termes de sécurité par rapport aux tirs de roquettes et ces choses-là. Eh bien, nous l'avons fait pendant de nombreuses années auprès de différents organes, mais nous n'avons jamais été écoutés. Alors, au final, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que personne ne nous aide. On attend la fin de la traduction, mais je voudrais quand même vous poser effectivement la question des conséquences chez nous, hein, et effectivement des menaces tout de même, on l'a entendu d'ailleurs dans le petit sujet pour lancer ce débat. Monsieur Erdogan, votre président, qui dit si les Européens continuent à faire un peu la fine bouche et à critiquer autrement dit notre intervention, on va relâcher 3 600 000 réfugiés syriens qu'effectivement la Turquie actuellement contient chez elle et empêche quelque part d'entrer en Europe. Hein. C'est un deal entre la Turquie et l'Europe d'il y a quelques années. C'est une menace, vous allez le faire, vous allez relâcher. Ça veut dire quoi? Vous allez leur permettre d'arriver en Europe massivement? C'est pas rien. Tout d'abord, on voit que les pays occidentaux sont préoccupés par les combattants de l'EI qui sont en prison ou dans des camps dans le nord de la Syrie. Et il faut préciser que dans la zone de sécurité que nous voulons créer, il n'y a pas beaucoup de camps ni de prisons. Ils sont bien plus loin.
Mais même si les combattants étaient libérés, nous allons les recapturer. Nous en prendrons le contrôle. C'est notre responsabilité d'assurer également la sécurité des partenaires occidentaux. Tous les combattants de l'EI que nous allons rencontrer, nous les arrêterons, les appréhenderons. Et ce qui est important aussi pour les réfugiés en Turquie, il faut bien reconnaître que la Turquie a joué un rôle énorme dans l'accueil des réfugiés. Pendant 8 années, nous avons accueilli plus de 3 600 000 réfugiés syriens dans le pays. Et personne ne nous a aidés dans cet effort. Même l'Union européenne. L'accord que nous avions conclu en 2016 prévoyait 16 milliards d'euros pour être dépensés pour les projets de réfugiés. Après pas mal d'années, vous savez combien ont été dépensés? Seulement 2 milliards 600 millions. Et nous avons dépensé plus de 14 milliards pour accueillir ces réfugiés, les loger, les aider. Et encore une fois, si le président Erdogan a fait ce commentaire, c'est parce que nous savons à quel point c'est important pour notre sécurité. Tout le monde s'inquiète des combattants de l'EI, mais personne ne s'inquiète de la situation de la Turquie, du fait que nous avons 3 600 000 réfugiés chez nous. Et je pense qu'il faut un peu trouver l'équilibre. Une fois encore, on apprend des choses grâce à vous. Hein. Après, une fois encore, chacun évidemment appréciera. Mais un mot, Christophe. Deux choses que monsieur... Il faut savoir qu'en Turquie, la présence de millions de réfugiés syriens pose un problème de politique intérieure. C'est ce que vient de dire monsieur. Et que donc, une des raisons qu'ils avancent dans cette offensive, c'est de dire ça va permettre aux Syriens de rentrer chez eux. Ah oui. Pas seulement de nous les envoyer. Hein, voilà. Après, on va parler du cas des combattants étrangers de Daesh, bien sûr. Mais en fait, le fond, c'était extrêmement complexe et c'est très difficile à comprendre. Parce que le fond du problème, il remonte à la guerre de 14. Comme souvent dans cette région, au traité de Sèvres puis au traité de Lausanne. En 1920, on a promis aux Kurdes de leur donner un État. Et puis en 1922, on ne l'a pas fait. On va en parler d'ailleurs avec la représentante kurde. Hein. On va en parler dans un instant. Et c'est l'origine du problème. Et ça devient un imbroglio. On en reparle dans un instant. Mais sur le fond, voilà, deux choses effectivement. Je reviens avec les prisonniers de Daesh. Si considéraient qu'elle était menacée, pouvaient faire appel et les Kurdes de Syrie l'ont proposé eux-mêmes qu'il y ait des patrouilles turques, ils ont été jusque-là, et américaines, et nous aurions pu, avec eux. Donc il y avait une solution, dites-vous. Il y avait une solution, pour autant qu'il y ait une menace. Deuxième chose, la Turquie, par contre, alors que les Kurdes nous ont protégés contre Daesh, a perdu 10 000 hommes dans ce combat-là, eh bien la Turquie, elle, par contre, elle a armé des milices salafistes. Elle a armé des milices islamistes. Elle est encore en train de combattre... Ils sont complices des islamistes, c'est ça que vous dites? Bien sûr, elle a soutenu l'État islamiste dans les premières années. Elle continue à soutenir... Donc, ambivalence de la Turquie. Plus que de l'ambivalence. De la complicité. Elle a été un fauteur de troubles, elle a été un fauteur de guerre, elle a effectivement accueilli des réfugiés, mais elle a été productrice de nombreux réfugiés dans la situation. Et aujourd'hui encore, monsieur l'ambassadeur, ce sont 300 000 nouveaux réfugiés que vous avez produits par cette offensive qui était illégale. Mais un mot quand même sur la Turquie qui dit, parce que c'est important, et puis monsieur l'ambassadeur conclura, et puis il ira, qui dit effectivement, bah oui, les réfugiés, on pourrait les lâcher, et l'Europe ne nous donne pas ce qu'elle nous avait promis, donc finalement, vous n'aurez qu'est-ce que vous méritez, c'est un petit peu ça qu'il dit. Alors d'abord, j'entends de nouveau une menace de la part d'un pays qui est en principe allié, qui achète aujourd'hui ses armes à la Russie, qui combat et qui soutient... Enfin, qui est dans l'OTAN, c'est pas rien, c'est l'Allemagne. L'OTAN, c'est l'organisation militaire qui nous protège. Qui nous protège. Ah bah oui. Mais écoutez, quand on s'allie à notre pire adversaire aujourd'hui, qui est l'État islamique, parce que c'est ce qui s'est produit dans les premières années de la guerre en Syrie. Quand on fait ce genre de choses-là, il faut s'interroger à l'intérieur de l'OTAN pour savoir effectivement si ce pays est encore... Vous seriez prêt à liquider la Turquie de l'OTAN? Enfin bon, c'est pas vous qui allez décider, évidemment. Votre réponse, et puis on va devoir en rester là en ce qui vous concerne. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes complice du terrorisme? Bien sûr que non. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en première ligne dans la lutte contre Daesh. Nous sommes d'ailleurs le seul pays qui a combattu Daesh en Syrie, dans certaines régions. Et je pense que la Turquie a perdu plus de 300 civils suite aux attaques de Daesh sur notre territoire. Alors comment osez-vous dire que la Turquie est alliée avec Daesh ou soutient Daesh? Ce n'est pas vrai, ça ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Tout le monde se souviendra, tout le monde s'en souvient. C'est l'histoire
monsieur l'ambassadeur, et vous aurez à y répondre que vous vous êtes opposé à la défense de cette ville kurde par des Kurdes, y compris des Kurdes de Turquie, et que cette ville a failli être prise par l'État islamique par votre responsabilité. Il a fallu une répression très importante des États-Unis pour qu'effectivement Kobané ne soit pas prise. Mais vous avez Vous vous failli souvenez qui a participé à la lutte de Kobané? Des combattants irakiens qui ont traversé le territoire pour venir lutter. Donc, au contraire, nous avons aidé pour justement la défense de Kobané. Là, ce sera difficile de vous mettre d'accord. Vous ne partez pas, monsieur l'ambassadeur. Vous, monsieur O'Neill, monsieur l'ambassadeur, va partir. Donc vous pourrez encore parler, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. La paix, bien sûr, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Vous vous retirez effectivement immédiatement pour laisser la place à Rodi Malek. Madame Malek, merci. Vous pouvez rester d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, si vous le souhaitez. Mais je crois que vous ne l'avez pas souhaité. Pourquoi d'ailleurs vous ne voulez pas parler avec madame Malek? Parce que for us, PYD, YPG is a Parce que terrorist pour nous, organization. l'YPG est une organisation terroriste. Oui. Oui. Parce que vous ne pouvez jamais savoir exactement qui est terroriste, mais l'organisation l'YPG est une filiale du PKK en Syrie. C'est clair. Et moi, en tant qu'ambassadeur, je ne peux pas avoir une conversation normale avec une membre d'une organisation terroriste. Et c'est pour ça que je vous l'avais dit à l'avance. S'il y a débat, je suis toujours là, mais malheureusement, il y a certaines limites. Et je pense qu'il est important aussi de pouvoir effectivement écouter toutes les parties de l'histoire. C'est la première fois d'ailleurs que je suis invité pour une interview. Vous pouvez rester, cela dit, vous pouvez rester à table, Merci. mais si vous voulez quitter, c'est évidemment votre droit le plus strict. Je viens à vous dans un instant, monsieur O'Neill, mais tout d'abord votre réaction à cela, madame, vous qui représentez effectivement les Kurdes. Tout d'abord, j'aimerais bien témoigner par rapport à tout ce qui se passe au nord du Rojava. C'est vraiment affreux. C'est terrible. Quelle est la situation aujourd'hui? Il y a vraiment des combats très difficiles. Oui, il y a des combats très difficiles au long de la frontière. Il y a des morts. Voilà, je ne sais pas dire les chiffres, mais voilà, c'est horrible. Et la peur que les citoyens vivent tous les jours, c'est choquant. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec ma famille. Et dernièrement, on m'avait... Et sur place, là-bas? Oui, bien sûr. Et c'est des enfants qui hurlent, qui pleurent, qui ont faim. Et ils vont d'un endroit à l'autre. Ils ne savent pas où se protéger. Sur le plan humanitaire, c'est grave. C'est grave ce qui se passe là-bas. Et je veux dire, c'est la population qui souffre. Et en plus, Monsieur l'ambassadeur essaye de dire que nous, on est des terroristes. On n'est pas des terroristes, on est des Kurdes. Et c'est ça notre grave erreur, on va dire, d'être Kurde. D'être Kurde, on n'est pas accepté. C'est pas facile pour nous. On doit toujours se battre avec les ennemis, avec les personnes qui ne nous acceptent pas. Et comme dit Christophe, on vous a promis un État, notamment après la Première Guerre mondiale. Nous ont trahis, toujours. Il faut se rendre compte que, par exemple, excusez-moi, oui, mais il faut juste une toute petite parenthèse. Madame continuera. Et puis les Kurdes en Turquie représentent une population non négligeable. Et la zone où il y a des Kurdes, c'est un tiers de la Turquie. Et donc pour les Turcs, depuis les années 20, c'est un souci constant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est une minorité extrêmement importante à l'intérieur de la Turquie. Voilà. Et effectivement, donc pour vous... Je veux rappeler encore, je ne suis pas terroriste. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous traite de terroriste, c'est ça l'idée? On n'est pas des terroristes, et c'est ça, qu'est-ce que je comprends pas. Et au contraire, dites-vous, et je pense que c'est important de vous le faire dire, ça a déjà été dit à cette table, mais au contraire, vous aidez l'Occident dans sa lutte contre le terrorisme. En quoi? Expliquez-nous. Bien sûr, ce qui s'est passé ici, le 20 mars, c'était horrible, ça nous a bougé à l'intérieur. Ce qui s'est passé à Paris, d'ailleurs... Que voulez-vous dire par là? Pardon. Les attentats. Les attentats, ça nous touche énormément. Et combien des attentats que nous, les Kurdes, là-bas, on a arrêté ces attentats, que ça se produit ici. Et vous avez arrêté beaucoup de djihadistes sur place là-bas, qui sont dans les prisons. Il y a 6 000 prisonniers djihadistes chez nous. Parce que monsieur l'ambassadeur relativise un peu en disant c'est pas grave, donc ces gens-là, ils risquent d'être libérés? C'est une phobie, la question kurde, pour eux. C'est une phobie. Mais ça veut dire quoi que c'était... Ils ont inventé n'importe quoi pour dire les Kurdes présenter une menace. Ils ont rasé 2 villes en Turquie, rasé. On peut aller sur Google. Mais pour rester vraiment sur ce conflit-ci, ça veut dire, madame, que les terroristes affiliés à Daesh que les Kurdes ont arrêtés pourraient profiter de la confusion actuellement pour partir de prison, pour sortir et pour venir éventuellement ici faire leur sale boulot? Ça a déjà, maintenant, il y a des personnes qui sont... Ça a déjà commencé, dites-vous. Il y a déjà des gens qui ont pris la poudre et Et c'est des gens qui vraiment présentent une grande menace pour l'Europe. Vous êtes là devant nous, monsieur... on a essayé de vraiment, avec nos jeunes, c'est ça, moi j'étais là sur place. Et j'aimerais bien témoigner ça. J'étais là sur place et j'ai vu comment les jeunes, nos filles kurdes, et
ils étaient là en train de nous protéger de cette grande bombe et cette menace. Il y a des cellules endormantes sur place. La ville n'a pas besoin de ça. Ouais. Ce qu'on a instauré, tout ce qu'on a construit. Qu'avez-vous à dire aux représentants ici du Parti républicain américain? Est-ce que vous avez été abandonné? Il y avait un vrai travail sur place. Il y avait un vrai partage sur place. Les forces démocratiques syriennes, ils ont pu se battre aussi. Vous ne comprenez pas l'abandon? Pour vous, c'est un abandon américain? Il y avait une vraie promesse. Il y avait une vraie promesse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de soldats américains sur place qui ont dénoncé. Ils n'étaient pas d'accord avec Donald Trump, avec sa décision. Avec le départ. C'est choquant. Il y a même des soldats qui ont enlevé leurs habits et ils ont parti rejoindre les forces démocratiques syriennes. Et ah bon? Bien sûr, pour se battre avec les Kurdes. Et c'est dommage. Et moi, je trouve que la parole et l'honneur, il faut la respecter. Quand on a décidé de se battre et protéger le peuple kurde. D'ailleurs, il y avait 3 conditions très importantes. Je vous demandais des cours parce qu'il faut M. O'Neill répondre. Vous allez répondre, hein, M. O'Neill. Vous êtes d'ailleurs, on le sent, hein, vous n'êtes pas complètement sur les lignes Trump. Vous dites vous aussi qu'on a peut-être fait une petite erreur. Là, on sent que le Parti républicain que vous représentez... Non. Voilà, on va dire que l'appréciation n'est peut-être pas la vôtre. Hein, restons diplomates. Vous êtes avocat. Mais vous comprenez ce que dit Madame Bien sûr. Il y a beaucoup d'Américains à travers le démocrate et républicain qui sont très fiers de vous et tout ce que les Peshmerga fait contre Daesh. Donc les Américains pourraient peut-être quand même comprendre qu'il faut protéger plus ces populations. C'est un de nos meilleurs alliés dans la région. C'est les good guys. Ouais. C'est les vrais good guys. Ouais. Et donc il y a les autres républicains qui essaient de faire quelque chose. Voilà. Vous êtes un peu rassuré quand vous entendez ça? Il nous reste 3 secondes. Je suis rassurée parce que moi, vous n'êtes pas rassuré? La vie d'un enfant, ça vaut toutes les décisions des politiciens. On a bien compris et on suit ce dossier. Merci en tout cas, merci pour ce témoignage, parfois très émouvant. Je dois vraiment vous arrêter. L'Europe doit réagir, évidemment. C'était notre... Voilà. Je vais vous arrêter. C'était notre chair à canon. Hein. Tout à fait. Bon dimanche en tout cas et merci pour toutes ces réflexions. Bon dimanche. François Fournieri sera l'invité de Pascal Vrébos après le RTL Info 13h. Avec l'homme d'affaires liégeois, on parlera encore de Netis, bien sûr, et aussi d'argent. L'argent, il en a. Il le confiait récemment à Pascal Vrébos dans l'émission Les Belges en or. Quand on est parti de rien, comment on arrive à ce que vous êtes? Mais simplement par ambition, par passion. Jamais je ne pense à l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Puisque vous négociez tout, Oui. Être riche, ça rend heureux ou au contraire angoissé de tout perdre? Mais alors, si c'est riche d'argent, ça rend malheureux et angoissé de tout perdre. Mais riche d'expérience, ça rend profondément heureux. Et ça donne envie de recommencer 10 fois. Oh, c'est parti. Alors, souvent, les gens, les entrepreneurs qui deviennent riches ne le montrent pas. Vous, pas de complexe? Écoutez, d'abord, c'est un élément qui n'était pas vraiment prévu au départ. Il y a 20 ans, lorsque je démarre une activité économique, mais bien entendu, on pense à ce que ça pourrait donner, mais on n'imagine jamais qu'on deviendra riche. Alors, on le devient bien, et on en fait profiter d'autres. Mais c'était mon objectif, et ça restera mon objectif. Il pèse 1 milliard, il vient de conclure un nouveau contrat avec les USA, mais c'est la saga Netis qui le pousse dans les feux torrides de l'actualité. On va essayer de comprendre. À tout de suite. À tout de suite. Il nous reste un tout petit peu de temps. Monsieur Dalman, vous vouliez ajouter que la Wallonie doit faire quelque chose par rapport à ce conflit? Une phrase. Concrètement, nous devons arrêter, suspendre nos ventes d'armes à la Turquie. Vous n'êtes plus dans la majorité, hein, je le rappelle. Non, mais la Flandre vient de le décréter. La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège. Il est temps que la Wallonie dise quelque chose à ça. Merci à tous. Je dois malheureusement vous arrêter. Merci infiniment. Vous pouvez tout revoir dès 22h50 sur Club RTL et en permanence sur RTL Play. Pour suivre le RTL Info 13h et Simon François. Merci, à la semaine prochaine.